Geoffroy Boulard, bonjour. Bonjour Christophe. Et bienvenue un peu chez vous. Vous êtes maire Les Républicains du 17e arrondissement, donc en voisin, à Paris. Étrange prophétie ce week-end de Jean-Luc Mélenchon. Il y aura, dit-il, une semaine avant la présidentielle, un incident grave pour montrer du doigt les musulmans. Il évoque une réédition d'un attentat comme Mohamed Merah en 2012. Comment réagissez-vous à de tels propos ? C'est grave d'entendre de la part d'un dirigeant politique de niveau national, chef de parti, ce type de déclaration qui, moi je trouve, sont pas responsables. C'est grave et irresponsable de sa part. On ne peut pas chercher ou prédire qu'il va y avoir un meurtre ou qu'il va y avoir un drame. Et puis alors chercher aussi quelque part à diviser les Français en cherchant à expliquer notamment que les musulmans vous serez victimes de ce futur drame. Enfin, je veux dire, soyons sérieux, qu'ils nous parlent d'avenir, qu'ils nous parlent comment construire la France de demain, plutôt que de jouer sur les peurs et de manière clientéliste, d'essayer de mobiliser une partie des Français musulmans qui, d'ailleurs, ne se prêtent pas à ce jeu malsain de sa part. L'annonce du week-end, en revanche, c'est celle du président de la République. Des états généraux de la justice. Est-ce que c'est une bonne idée ? Alors, c'est assez curieux, j'ai lu comme vous cette proposition du gouvernement et surtout du président de la République, États généraux à quelques mois de la présidentielle. Ça fait 4 ans quand même qu'il est au pouvoir, je suis quand même étonné qu'il découvre la situation de notre justice, qui manque de moyens, qui a besoin de sans doute simplifier aussi ses procédures. Donc je ne comprends pas cette logique. Et puis on a un sujet, il faut le dire, de prison. Puisqu'il y a eu une annonce qui a été faite, mais on sait très bien qu'elle ne sera pas tenue, 18 000 places. Aucun gouvernement des dernières décennies n'a tenu ses promesses. C'est tellement difficile de construire des prisons dans notre pays. C'est mieux de faire les états généraux au début de mandature, au début de quinquennat qu'à la fin. C'est aussi pour le président l'occasion de dire que les réformes continuent, même si la campagne présidentielle commence. Les états généraux de la justice, mais aussi la réforme des retraites. Ce réformisme jusqu'au bout, malgré le rythme du quinquennat, est-ce que vous l'approuvez ? Il s'est arrêté avec l'affaire Benalla, le réformisme d'Emmanuel Macron. 2018, on arrête. Les gilets jaunes, regardez bien. Retrait sur un certain nombre de grandes réformes institutionnelles, sur les retraites. C'est pas à moins d'un an maintenant de la présidentielle que le président de la République va s'y mettre. Et c'est tout le drame de notre quinquennat. Le drame de notre quinquennat, c'est que finalement, il nous reste 1 à 2 années après le quinquennat pour réformer. Et après, on est dans les vicissitudes politiques, évidemment les élections intérieures, locales, qui perturbent quelque part aussi le déroulement de ce quinquennat. Moi, je suis favorable au septennat non renouvelable, pour donner plus de temps au président de la République, avec des respirations démocratiques, mais qui lui permettent d'engager les réformes de structure. Parce qu'on voit que très vite, on est contraint. Et quel que soit le président de la République. Mais à peine élu, il n'aura plus d'autorité, puisqu'il n'est pas renouvelable. Plus personne ne le craindra. Oui, mais il tiendra quand même sa majorité. Il sera élu une légitimité que nul autre ne possédera en France, puisqu'il aura été élu par le peuple et au suffrage universel direct. Deuxième étape du déconfinement, ce mercredi, on va gagner quelques heures de couvre-feu le soir. Dans votre arrondissement, le 17e, le cœur de Paris, est-ce que l'économie redémarre fortement depuis ce déconfinement ? Écoutez, on l'a vu à travers les terrasses que vous avez pu croiser aussi dans les rues de Paris. Il y a beaucoup de monde, le temps est plus favorable. Donc c'est vrai que là, j'ai des restaurateurs qui ont plutôt la banane. Après, on a des sujets d'inquiétude parce que les baisses d'aides annoncées vont avoir leur effet sans doute en fin d'année. On ne peut pas garder le quoi qu'il en coûte toute la vie. À un moment donné, l'État a été au rendez-vous, il faut aussi le dire. Et les restaurateurs, les entrepreneurs le savent, en sont conscients, mais il y a des PGE à rembourser. Et il y a un moment donné, c'est la fin de l'année pour vous qui est le choix moment à faire. Un peu oui, puis je pense que ça va être progressif. Ça va pas être une flambée, malheureusement, une hausse importante de défaillance. Ça va être un peu perlé, parce que les dispositifs vont être désengagés, je dirais, de manière progressive. Et c'est tant mieux. Nous, on essaie, par exemple, à la mairie du 17e, d'aider nos commerçants à travers de l'aide juridique. Essayer de l'aider par exemple à recruter. Ce matin, j'avais un mail d'un entrepreneur qui me dit: est-ce que vous pouvez m'aider? On a besoin de main d'œuvre. J'ai même eu une banque qui m'a signalé qu'il cherchait une grande banque. C'est paradoxal quand même. Oui, mais on parce a qu'il y a eu chômeurs et on a du mal à trouver de la main d'œuvre. Les gens veulent plus travailler. Non, je pense qu'il y a eu aussi pendant le confinement des changements de vie professionnelle, des prises de conscience personnelles
et professionnels. Et donc, il y a des manques de main-d'œuvre dans certains domaines qui ne sont pas que dans la restauration, hein, dans le secteur tertiaire, je vous disais la banque. Et donc, c'est un enjeu aussi pour nous, les élus locaux, d'accompagner ça, de rapprocher finalement la demande de l'offre locale. Voilà, donc on va organiser un certain nombre de petits événements pour montrer qu'il y a de l'emploi local et qu'il y a des belles opportunités aussi dans cette reprise. Est-ce qu'il y aura des touristes étrangers à Paris cet été ? Écoutez, moi je me suis baladé hier dans Paris et je suis allé d'ailleurs un petit peu plus loin à Versailles et j'ai entendu le son notamment d'autres langues. Ils sont là donc avec le pass sanitaire. Ça revient. Je pense que ça revient progressivement et je pense que plus on va se vacciner dans le monde, plus mécaniquement avec le pass sanitaire, avec les mesures, à un moment donné, oui, on va retrouver nos touristes. Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin, dire que le pass sanitaire, par exemple, que les vaccinés peuvent aller à l'intérieur des restaurants, peuvent aller dans les discothèques ? J'y suis favorable. Moi, je crois qu'à un moment donné, il faut permettre à l'économie de repartir et puis à la fois maîtriser cette épidémie qui n'est pas complètement terminée. Hein. Il faut rester prudent. Il y a le variant indien qui doit être surveillé de près et les Anglais le font. Donc oui, il faut donner un peu de la souplesse. Il y a des moyens modernes. On a tous utilisé Stop Anti-Covid. On a mis du temps sans doute à le mettre en place, mais ça y est, ça fonctionne. Donc je veux dire, on peut présenter un QR code très rapidement dans un restaurant, dans un lieu fermé. Alors le 30 juin, il y aura quand même aussi beaucoup d'assouplissement, hein, puisqu'il y aura la fin finalement du déconfinement. Du déconfinement, du couvre-feu. Vous qui avez combattu beaucoup pour la propreté de Paris, notamment dans le mandat précédent, est-ce que vous approuvez le Big Bang annoncé par Anne Hidalgo, c'est-à-dire donner à vous, les maires d'arrondissement, le pouvoir et les moyens ? Alors, c'est un effet de communication d'Anne Hidalgo une nouvelle fois, qui parle de Big Bang. Alors, il y a 13 pages sur Big Bang, mais il n'y a pas un chiffre. Il n'y a pas un chiffre sur la réelle délégation et transfert de compétences aux maires d'arrondissement. Vous voulez quoi ? Des fonctionnaires et de l'argent ? Moi, je prends un exemple très simple. Aujourd'hui, je gère les cantines et l'alimentation de nos élèves dans les écoles du 17e arrondissement. C'est 11 000 repas jour et j'en suis responsable. J'ai une équipe dédiée, j'ai des cuisines centrales, on produit au plus près avec des circuits courts, avec des labels bio, etc. Ça, on gère en autonomie. Eh bien, moi, je demande la même chose pour la propreté. C'est pas ce qui va arriver avec Anne Hidalgo, qui malgré les grands mots, la grande communication, ne sera pas au rendez-vous de ce réel transfert de compétences hiérarchiques. Je veux être moi, le responsable de ces équipes que vous voyez le matin sur les trottoirs. Et c'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a une grande démotivation. Il y a 1000 agents qu'on n'a plus à Paris en matière de propreté. On a une grève qui nous a touchés en matière de collecte des ordures ménagères. Moi, je demande la privatisation, comme une moitié des arrondissements parisiens en bénéficient déjà. Je dis qu'aujourd'hui, on a démotivé toutes ces équipes. Et puis, on n'a pas non plus sanctionné les Parisiens qui sont quand même à l'origine d'incivilité. Et il y a beaucoup d'incivisme dans cette ville. La police municipale qui va arriver, qui est une bonne chose sur le la droite a voté, bien sûr, parce que ça fait 20 ans qu'on le demande, ne sera pas armée. C'est notre sujet vraiment de divergence. Pas armée de manière létale, mais elle aura de quoi se défendre quand même. Oui, mais vous savez, dans certains quartiers de Paris, si vous n'avez pas finalement cette image d'autorité et cette capacité de dissuasive, vous n'êtes pas respecté. Hein. On a des agents qui sont molestés, qui ont juste des tonfas dans les quartiers nord de Paris, du nord-est ou voire du nord-ouest. À l'Assemblée nationale, la majorité va rétablir en deuxième lecture de la loi bioéthique la PMA, notamment, loi qu'avait réécrite le Sénat de droite. Si la droite revient au pouvoir l'an prochain au niveau national, est-ce qu'elle doit abolir cette loi ? Je pense qu'il faudra retrouver un débat un peu plus sain sur cette question. Parce que là, c'est fait en fin de mandature. Il y a eu le texte. C'est une promesse de Macron depuis le début. Oui, tout à fait. Mais je crois qu'à un moment donné, il faudra rediscuter de ce qui est allé trop loin. Bon, comme dans tout débat parlementaire, l'abroger, je pense que c'est toujours compliqué d'abroger quand on peut le dire en campagne, hein, c'est facile. Quand on est au pouvoir, on voit bien que c'est plus complexe. Moi, je crois que surtout, les Français, ils nous attendent pas sur les sujets sociétaux immédiats, là. La reprise économique, la sécurité, qui est le chantier essentiel, la justice. Mais voilà, on pourra pas non plus s'interdire un certain nombre de questions et surtout de réponses à apporter sur un plan législatif sur les questions de bioéthique. Parce que là, je trouve que le débat au Sénat n'a pas été forcément intégré dans ce qui va ressortir et ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire qu'on fait fi de ce que les sénateurs avaient modifié. Okay. Hein. Du côté des régionales, Valérie Pécresse a une large avance dans les sondages. Une victoire aisée fera-t-elle d'elle une présidentiable ?
Valérie Pécresse, c'est une femme politique courageuse, mais surtout c'est une femme politique qui connaît parfaitement sa région. Et c'est une femme qui a, je crois, prouvé sa connaissance des dossiers. C'est ce qui paye Transport, aujourd'hui. lycée. Moi, je suis maire d'arrondissement. Je peux vous dire que j'étais très content d'avoir le soutien de la région, comme d'autres maires. Tous les maires, d'ailleurs, d'Île-de-France ont eu ces propositions en matière de tests, de masques. Tout manquait à Paris, hein, on n'avait rien, mais on avait la région. Et Valérie gagnera, je l'espère, je le souhaite et on y travaille. Ce que je crains, c'est l'abstention. Et il faut se mobiliser parce que ce sont des élections importantes. Hein. La région a des missions importantes pour le quotidien des Franciliens. Donc présidentiable, une de plus à droite. Comment va-t-on choisir à droite? Je crois qu'il faut d'abord se concentrer sur la séquence régionale. Et puis après, on verra à l'automne comment la droite républicaine présente une candidature. Valérie a des qualités et forcément elle est testée dans les sondages. C'est quelqu'un qui a une expérience de ministre, qui a une capacité aussi à fédérer. Donc on en discutera. Bertrand, comme Laurent Wauquiez, oui, il faudra. Fédérateur. Bon, moi j'appelle vous surtout n'échapperez pas à une primaire. Moi, je suis contre la primaire. Alors, comment la primaire est on regarde divisée. les sondages. Mais je crois qu'il faut se discuter. Je veux dire qu'à un moment donné, si tout le monde se regarde sans se parler, on ira dans le mur. Donc à un moment donné, il faut se mettre autour d'une table. Moi, je suis assez d'accord avec le président Larcher. Il faut à un moment donné qu'il y ait des discussions. Il y aura peut-être des sondages aussi qui viendront finalement clarifier. Nourrir le débat. Oui, et puis et trancher. Mais surtout, moi, j'appelle au collectif, à l'esprit d'équipe, hein, à l'esprit rugbystique. La mêlée, le pack. Et ça, la droite républicaine n'y échappera pas. Si on veut faire une différence par rapport au président Macron, c'est sur le collectif. On a des personnalités à droite, on a de la qualité, des gens qui ont dirigé, qui ont fait, et notamment le président de région. Et bien à un moment donné, on doit porter collectivement une candidature. Alors il y en a un qui se regarde et qui parle, c'est Éric Zemmour. Il juge Macron et Le Pen, tous les deux incapables de redresser le pays. Il envisage de passer à l'action. Zemmour candidat à la présidentielle, ça vous afflige, ça vous amuse ? Christophe, vous en pensez quoi? Vous êtes journaliste. Moi, je pense qu'il ne devrait pas y aller, qu'il ne va pas y aller, que s'il y va, ça se passera mal. Mais c'est vous le politique. Il vient sur votre terrain, alors? Moi, je crois qu'Éric Zemmour, il dit quelque chose de ce que pensent les Français. C'est pour ça que ces émissions ont un certain succès. Il les anime avec brio. C'est quelqu'un intellectuellement moi, que j'apprécie. Mais je pense que la transformation politique, elle n'est pas aussi simple. Parce que c'est très facile d'être derrière son écran. Quand il faut être au contact direct, se confronter aux Français et confronter ses idées à la réalité. Donc là, je pense que ce sera plus compliqué pour Éric Zemmour. Mais il dit quelque chose aujourd'hui, c'est-à-dire que... Une demande identitaire. Les Français ont besoin aussi d'enracinement, que la France, notamment en région, avec ses spécificités, ses terroirs, le côté uniforme, le côté central aussi. Qu'il dénonce sa centralisation du pouvoir, où on a zappé le Parlement, où on traite directement avec les maires. Alors je suis maire, je suis bien concerné, mais où on est finalement nous les exécutants du pouvoir. Tout ça, ça agace. Et puis les corps intermédiaires, qui ont donc ainsi été, qui sont en cours d'ailleurs de disparition. C'est ce que dénonce aussi Éric Zemmour. Et puis la place de la France, l'autorité. Mais je vois pas beaucoup de solutions dans ce qu'Éric Zemmour apporte. Un constat, mais pas beaucoup de solutions concrètes. Geoffroy Boulard, merci, bonne journée. Merci Christophe.